qui semble, puisque rien n'est prouvé, rien n'est avéré, il est évidemment présumé innocent, Cédric Jubillard, cette suspicion de féminicide. Ben oui, parce qu'en fait, tout le monde a en mémoire des affaires similaires où les maris avaient joué les personnes éplorées, avaient participé aux recherches. On a tous pensé à Jonathan Daval aujourd'hui, évidemment. Si vous voulez, alors ça ne veut pas dire que cette affaire-là sera identique ou en tout cas, elle y ressemble. Voilà. Après, si vous voulez, pour répondre à la question que vous avez posée à Sandra Buisson il y a un instant, il y a ce qu'on appelle un faisceau d'éléments graves et concordants. Voilà, donc il n'y a pas effectivement de preuves matérielles, mais il y a un certain nombre de faits qui, mis ce sont les hésitations de Cédric Jubillard, ce que vient de nous dire Sandra, aboutissent à une espèce de présomption de culpabilité qui permet effectivement de mettre l'intéressé en examen. Il faut évidemment respecter la présomption d'innocence, parce que comme on l'a rappelé, il n'y a pas de corps, mais enfin... Je crois que ce qu'il faut préciser, c'est que voilà, on est dans une société où il y a de plus en plus de meurtres de conjoints, de conjointes en l'occurrence. Moi, au départ, j'étais très sceptique sur le mot féminicide, mais force est de constater que vu la multiplication de ces cas, je suis peut-être en train de changer de position sur cette terminologie. Voilà, il faut maintenant que la loi change. Je crois que pour l'instant, c'est 22 ans de peine de sûreté pour celui qui tue son conjoint. Il faut alourdir les peines et aller peut-être jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle pour dissuader les conjoints de ces actes innommables vis-à-vis de leurs femmes. Décolonialisme, indigénisme, intersectionnalité, cancel culture, wokisme aussi également, la montée en puissance de ces thématiques, elle est inévitable, Jean Messia ? Non, rien n'est inévitable. Elle est inévitable parce qu'elle est en train de... La porosité idéologique dépend de gagner nombre de nos universités. La porosité idéologique dépend effectivement de ceux qui se rendent poreux à ces idéologies. Vous savez, quand le CNRS dit que l'islamo-gauchisme n'a aucune réalité scientifique, mais alors pourquoi l'extrême droite, ce terme qu'on utilise pour tout ce qui n'est pas de gauche, pourquoi il revêt une réalité scientifique au point qu'on l'utilise, que toutes les universités, les universitaires, les chercheurs l'utilisent pour qualifier des think tanks, des partis politiques, etc. Je ne comprends pas. Donc en fait, pour clore un débat, on décide qu'un terme n'a pas de réalité scientifique, mais sur quelle base en fait ils disent que c'est pas scientifique. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que c'est un secret de polichinelle, si vous voulez, de savoir que dans l'université française, il y a effectivement des idéologies. Il y a toujours eu des idéologies outrancières, extrémistes qui ont fleuri. Je veux dire, l'université française. Ça reste minoritaire. L'université française a été le creuset du stalinisme dans les années 50. Ça a été le creuset du maoïsme. Vous savez, donc c'est pas étonnant. Ça a été le creuset ensuite du communisme, puis Donc il y a une forme de logique alors. Il y a une forme de logique, oui. L'université française, les intellectuels français ont toujours été poreux, ont toujours eu les yeux de chimène pour un certain nombre de totalitarismes étrangers. Voilà. Et donc aujourd'hui le totalitarisme, Durand d'abord. Attendez, aujourd'hui le totalitarisme islamiste, effectivement, eh bien vous avez des gens qui rentrent là-dedans. Mais là, c'est des dingueries, vous l'avez dit. Je pense que le problème, si on prend le problème un peu en relief, le problème, c'est aussi le problème de la citoyenneté. C'est que naguère, les professeurs, qu'ils soient d'ailleurs du secondaire ou du supérieur, formaient des citoyens. Or, le problème, c'est que quand il n'y a plus de nation, il n'y a plus non plus de citoyens de cette nation, donc la nature ayant horreur du vide, sur le cadavre fumant de la vivent ensemble des gens qui ne partagent plus les mêmes codes. Exactement, et sur le cadavre fumant de la citoyenneté, eh bien, vont pousser des identités, des définitions alternatives de ce qui constitue la citoyenneté en France. Donc on va se définir par son genre, on va se définir par sa religion, on va se définir par son sexe, on va se définir par tout un tas de causes militantes, par ses origines, par sa race, etc. Donc en réalité, la meilleure façon de lutter contre ça, c'est de redonner ces lettres de noblesse à la citoyenneté. Il faut aujourd'hui, effectivement, déraciser le débat. On n'est pas des races, on est des citoyens. Il faut déraciser les gens, il faut les désislamiser, les décolonialiser, les dégenrer. Un citoyen, il a des droits égaux, quelles que soient ses origines, quel que soit son sexe, quel que soit son genre. Je pense que l'égalité, le rassemblement, au fond,
de l'humanité. C'est ça l'humanisme. On en fait, là encore, un séparatisme et une discrimination. Donc c'est un dévoiement du féminisme. Et c'est pour ça que moi, ça me fait pas rire du tout. Alors, juste, quand les fémènes entrent dans une église pour se mettre seins nus, oui, mais c'est une agression christianophobe à ce moment-là. Pourquoi on ne la qualifie pas? Si ça, c'est une agression lesbophobe... Non, mais arrêtons de reprendre leurs termes débiles. Aujourd'hui, on veut remettre en doute le fait que ce ne serait pas plus difficile d'être une femme quand on sait qu'on risque, qu'on peut être enceinte, que la carrière est brisée, etc., à plusieurs reprises. Ça reste des réalités. Elisabeth, sans victimiser, parce que moi, je suis pas dans la Frédéric Durand, victimisation. vous savez que dans les grands groupes du CAC 40 et également dans les chaînes de télé du service public, si vous êtes une femme et qu'en plus vous êtes de la diversité et en plus vous êtes lesbienne, mais alors là, c'est le Graal. C'est le Graal. Pardon, mais il y a combien de femmes à la tête d'une entreprise du CAC 40 en France? Mais on s'en fout d'être à la tête des entreprises. Vous jugez. Moi, il n'y en a qu'une. Mais attendez, Julien Pascal, vous jugez juste le sommet. Mais en dessous, toutes les directions. En dessous, ça souffre, monsieur Messia. Ce qui est l'important, c'est l'égalité des compétences et du travail. Bien sûr. Que vous ayez une orientation sexuelle ou une autre, que vous soyez, pour moi, un homme ou une femme, que vous soyez moi, je peux vous blanc, dire que si j'avais noir ou autre, à partir du moment où vous avez un apport à la société par votre travail et votre compétence, ça doit être déterminé à égalité. Et ça, c'est ce qui est cultivé. Moi, si j'avais cultivé mes origines immigrées, au lieu de jouer l'assimilation, non, mais justement, j'aurais réussi bien. J'aurais été ministre de Macron, tiens. Certainement. Oui. C'est la vanne du jour. Celle-là, elle est bonne. On va marquer une pause. En fin de compte, il y a un regret Mais j'ai l'impression. Non, pas du tout. Il va s'allonger sur le divan. On va en discuter. Absolument pas. Je préfère être libre dans mes idées, sans marocain. Tu nous dois très cher pour cette séance. Je préfère être libre dans mes idées sans marocain. On marque une pause. On marque que vous comprenez le mécontentement des habitants qui vivent à proximité de ces éoliennes. Jean Messia. Je les comprends d'autant mieux que moi j'ai été candidat aux législatives dans l'Aisne en 2017 et donc dans la 4e de l'Aisne et quel résultat? Ça faisait 44% au deuxième tour. Ouais. Et donc effectivement je comprends le mécontentement des habitants. D'abord autrefois vous savez on avait les moulins à vent qui s'inséraient parfaitement dans les paysages. Aujourd'hui ces espèces de monstres là sont hideux. Enfin, visuellement, c'est une agression visuelle, ça défigure nos paysages et surtout, le modèle économique est absolument absurde. C'est-à-dire ce sont des choses qui ont un rapport inversement proportionnel entre leur gigantisme et leur performance énergétique. D'une part, d'autre part, les éoliennes ne sont pas produites en France, donc on finance, bon pour la Chine. On finance effectivement des industries étrangères et notamment chinoises. Et enfin, pendant qu'on consacre du pognon et qu'on tergiverse sur les éoliennes, eh bien, on renouvelle pas notre parc nucléaire, où là, nous avons une véritable expertise. C'est une énergie propre. Notre parc vieillit et voilà où quoi on aboutit. Donc maintenant il faut inverser. Qui va payer le renouvellement de ce parc nucléaire? C'est hors de prix. Mais c'est pas hors de prix. Écoutez, au lieu. Mais bien sûr que non. Les déchets sont un fardeau pour les générations futures. Non, parce que justement, on est aujourd'hui, on travaille sur la miniaturisation des déchets, d'une part. D'autre part, nous avons une vraie filière d'excellence. Si on n'avait pas d'expertise sur le nucléaire, on ne l'exporterait pas. On exporte notre savoir-faire dans le nucléaire. Donc il faut absolument renouveler notre parc nucléaire. C'est un pan de souveraineté énergétique colossal qu'on ne peut pas laisser tomber. Voilà, au lieu de s'amuser à ces sottises. Comment peut-on être soignant et douter de la vaccination? Jean Messia, vous avez 2 heures. Non, vous avez 30 secondes. Non, douter de la vaccination, non. En fait, le débat, il est entre la liberté et la santé publique. Alors peut-être que l'obligation à la vaccination est un peu brutale. On peut par exemple penser, je ne sais pas, à tester très fréquemment les soignants qui ne sont pas vaccinés, y compris un test antigénique, par exemple, tous les 2 jours, si vraiment ils ne veulent pas se faire vacciner. Il y a, je pense, des moyens d'assurer la sécurité sanitaire sans obliger les gens à se vacciner. Mais l'idéal, évidemment, pour ces professions-là, c'est de l'être. Et je trouve que les gens qui ne veulent pas se faire vacciner sont irresponsables. Vous ne pouvez pas comparer le tétanos, la poliomyélite au Covid. Je veux dire, le taux de létalité, de mortalité ne sont pas du tout les mêmes. Ça pose surtout la question des vaccins.
Parce que depuis maintenant des mois, on nous explique que l'alpha et l'oméga de la solution à cette crise, c'est la vaccination à juste titre. Mais alors, je ne comprends pas qu'on puisse nous dire qu'un des pays les plus vaccinés au monde soit aussi le pays où redémarre en quelque sorte l'épidémie, puisqu'on nous a également matraqué que le vaccin était efficace contre les variants. Il y a peut-être une chance qu'AstraZeneca, enfin une malchance surtout qu'AstraZeneca soit moins efficace face à ce variant Delta, parce que les Britanniques sont majoritairement vaccinés à AstraZeneca. Alors, pourquoi on le dit pas, pourquoi on ne dit pas clairement qu'il faut écarter ce vaccin? Parce que voilà, à un moment, il faut de la clarté dans le débat politique, il faut que la parole politique soit claire.